Quatre. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième atelier séminaire, cette fois sur la neurodiversité. Et je laisse tout de suite la parole à Audrey. Bonjour à toutes et à tous, et rebonjour à ceux et celles que j'ai déjà vus tout à l'heure. Effectivement, je revois des visages. Je suis très heureuse d'être là avec vous pour cet atelier. Et je vois qu'en même temps, j'ai un peu de fébrilité, de stress. Je crois que c'est la première fois que je suis face à autant de petites vignettes sur Facebook. Et en même temps, ça me réjouit, en fait, de pouvoir partager tout ça avec vous. Voilà. Euh, alors, je redis rapidement parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous rejoignent en cours de route, là, maintenant, sur cet atelier. Cet atelier, donc, sur la neurodiversité, se fait dans le cadre du séminaire de la non-violence systémique, qui est proposé par les praticiens et praticiennes en non-violence systémique du parcours qui a eu lieu entre 2024 et 2025. Donc c'est un peu la concrétisation de notre parcours et on vous propose donc des ateliers avec nos axes préférés suite à ce parcours. Donc moi je suis Audrey Esselin, j'interviens pour le Cercle de la non-violence entre autres. Je suis la personne source spécifique de la neurodiversité au sein du Cercle de la non-violence. C'est pour ça que je viens vous proposer ce thème aujourd'hui. Et je suis aussi formatrice en communication et non-violence systémique autour de la neurodiversité, évidemment. Et puis, je suis aussi thérapeute et coach vocal. Voilà un petit peu pour moi. Et je vis dans le Lot, en France. Voilà. Ok, alors, cet atelier, je vais vous poser un petit bout d'abord de descendance, c'est-à-dire d'apport théorique, de partage en tout cas, de ma vision de ce qu'est la neurodiversité et de quelle différenciation je fais avec le regard habituel de la société sur ce sujet et un regard qui serait un peu plus axé sur la non-violence systémique. Donc on va regarder un peu une différenciation de regard. Et puis je vous proposerai vers 13 heures à peu près une expérimentation en sous-groupe pour aller un petit peu malaxer tout ça. Et puis on fera un retour de cette expérimentation avec aussi des questions-réponses et puis une petite clôture. Voilà. N'hésitez pas tout au long de l'atelier, si vous avez des questions, à lever la petite main ou à écrire dans le chat. Alors peut-être que je ne lirai pas immédiatement dans le chat parce que ça peut me déconcentrer, mais je lirai à un moment donné, en tout cas, vos petites questions. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Ok, alors. Donc là, sur cet atelier que je l'ai appelé donc comprendre la neurodiversité avec la non-violence systémique, avec l'axe de non-violence systémique. On va d'abord regarder dans notre système habituel, en tout cas en France. Après, dans les autres pays, je ne sais pas. Hein, moi, je vis en France. Euh, j'ai connaissance qu'il y a un peu plus d'axes NVS naturels dans certains autres pays, mais on ne va pas aller voir ça. On va aller regarder là le cadre habituel. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cerveau neurotypique, cerveau neuroatypique, qui est nommé ici neurodivergent. Donc neurodivergent, neuroatypique, ça peut. Alors pour moi, c'est pas tout à fait pareil, mais ici c'est nommé comme ça. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Vous voyez ici qu'il y a trois différenciations de cerveau. Donc je redis que ça, c'est le modèle habituel de la société, ce n'est pas la proposition NVS. Hein. Donc là, je vous montre ce qui est habituel, la vision habituelle. La vision habituelle, c'est qu'il y a des cerveaux qui seraient dits neurotypiques, donc c'est le cerveau C ici. Donc je disais, ce qu'on appelle un cerveau neurotypique dans notre société actuellement, c'est un cerveau qui a suffisamment de flexibilité et de capacité d'adaptation pour coller à une norme posée. La norme posée, euh, pour moi en tout cas déjà, elle pose question. Scientifiquement, c'est une norme qui peut amener des biais.
puisqu'elle est souvent posée sur, par exemple, des hommes, déjà. Tout ce qui est scientifique, toutes les normes basées scientifiques sont beaucoup plus axées sur l'homme que sur la femme. Sur des hommes certainement cis, blancs, d'une certaine catégorie, le panel n'est, de mon point de vue, jamais suffisamment large pour qu'une norme soit complètement représentative. Et la norme scientifique n'est pas mise à jour tous les 10 ans non plus. Vous voyez, c'est des normes qui datent. Voilà. Donc, en tout cas, cette norme qu'on utilise aujourd'hui, elle va regarder la manière de communiquer, d'agir, de traiter l'information, de fonctionnement du système nerveux, et elle va coller à une case, à des attentes. On attend à ce qu'un enfant normé puisse rester, par exemple, assis en classe pendant 8 heures. Ça, c'est la norme. Okay. Donc, c'est ce qu'on va appeler un cerveau neurotypique. Il est capable de se caler à cette norme. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle donc des cerveaux neuroatypiques ou neurodivergents, qui eux vont être catégorisés il y a deux grandes cases, on va dire. Il y a ici le cerveau dit A, qui lui va remplir des conditions spécifiques. Par exemple, pour une personne qui va être catégorisée de TDAH, on sait que le TDAH, c'est une personne qui va coller à la case X, Y, Z. Elle coche ces cases-là, OK, on valide un TDAH. Dans l'autisme, c'est pareil, il y a plusieurs cases à valider. Si les cases sont validées, cette personne-là, on la catégorise dans l'autisme. Donc, ce sont des cerveaux qui ont des conditions spécifiques qui collent à des cases posées par les scientifiques. Et puis, il y a le cerveau neurodivergent ou neuroatypique B, qui lui ne va pas avoir un mode de fonctionnement attendu comme dans la norme, mais ne va pas non plus coller aux cases posées scientifiquement. Donc par exemple, il peut avoir 2 cases qui rentrent dans l'autisme et une dans le TDAH, mais pas toutes. Vous voyez, c'est un peu un mixte qui ne remplit pas toutes les conditions attendues. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que je vais trop vite déjà? Parce qu'avec le stress, là, je suis un peu... OK. Merci de me dire. Super. Donc, ça, c'est encore une fois le mode de fonctionnement habituel de la société. Le concept de neurodivergence ne va pas partir sur ce mode de fonctionnement-là. La neurodivergence, elle propose que chaque cerveau est unique, que chaque cerveau est différent, qu'il y a une diversité humaine qui existe naturellement. Et donc, on va éviter de se mettre comme ça dans des cases, moi je suis neurodivergente, toi tu es neurotypique. Par contre, moi j'aime bien quand même garder un axe de compréhension de fonctionnement. Donc moi par exemple, je suis une personne catégorisée autiste qui coche donc toutes les cases de la personne autiste attendue au niveau scientifique. Je n'aime pas me coller une étiquette d'autiste. Moi je suis juste un être humain comme vous toutes, comme vous toutes. Par contre, le fait de comprendre le fonctionnement de mon cerveau me permet de mieux vivre, de me donner plus de douceur, et puis aussi parfois d'expliquer mes comportements aux personnes qui ne me connaissent pas. Sauf que ma vision, c'est que c'est pas parce que je suis autiste que je vais faire ça. Ma vision, c'est que chacun, chacune a des spécificités, des particularités, plus ou moins impactantes évidemment dans le vivant, dans le contexte dans lequel on vit, dans le système dans lequel on vit, et que si on pouvait tous et toutes partager nos particularités, nos modes de fonctionnement, on vivrait certainement ensemble plus de douceur, d'adaptation, et dans la société habituelle, l'inclusion. Voilà. Ce terme d'inclusion, pour moi, il signifie tout simplement que la société fonctionne sur la norme. C'est-à-dire que de mon point de vue, tant qu'on a besoin d'inclusion, il y a de la violence. Je le redis, tant qu'il y a besoin d'inclusion, il y a de la violence. Puisqu'une société qui serait non violente par nature n'aurait pas besoin de faire de l'inclusion. S'il y a de l'inclusion nécessaire, ça veut dire qu'il y a de l'exclusion quelque part. Et donc, le chemin habituel de la société, c'est d'exclure. Donc là, je vais faire un peu plus large, mais d'exclure les handicaps, d'exclure les personnes neuroatypiques, surtout si c'est sur un spectre considéré lourd par la société. Donc on va créer des écoles spécifiques, des établissements spécifiques,
Je vois la belle intention derrière, hein, mais ça crée de l'exclusion. Voilà. C'est juste pour poser les faits. Voilà. Et donc, cerveau neurodivergent, la neurodiversité invite en fait à vraiment à mettre le focus qu'il n'y a pas deux êtres humains pareils sur la planète. Et donc, je vais avancer un petit peu sur mes slides. Hop. Donc, je vous ai fait des petits dessins parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont visuels. Moi, j'aime bien, ça me parle, le côté visuel. C'était juste pour vous montrer, et je sais que vous le savez déjà évidemment, que la diversité fait partie du vivant, hein. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu de forêt naturelle. Je ne parle pas d'arbres plantés par des êtres humains, de forêt naturelle où il n'y a qu'une seule diversité d'espèces, où il n'y a qu'un seul arbre sans champignons, sans mousse, sans herbe. Hein, vous voyez, la diversité fait partie du vivant. On ne trouve pas dans la nature un champ de fleurs avec une seule type de fleurs. On n'aurait pas idée de planter un jardin où il n'y a que des tomates. J'imagine en tout cas. Peut-être chez les grands industriels, hein, mais un peu moins chez les particuliers. Pareil pour tout ce qui touche aux animaux, les insectes. Voilà. La diversité fait partie du vivant. Et donc, le principe de la neurodiversité, eh ben, c'est que la diversité neuronale fait aussi partie du vivant et que cette histoire de normes a été construite. En fait, c'est quelque chose qui a été construit par rapport à la société. Et je dis pas que c'est mal, hein, je suis pas en train de dire que c'est mal. Je dis juste que c'est pas en lien avec la réalité du vivant. C'est là qu'il y a une différenciation. C'est pas, je suis pas en train de poser une différenciation de c'est bien de faire ceci, c'est mal de faire cela. Je suis pas en train de dire c'est mal de mettre les enfants autistes ensemble dans une même école. Je suis en train de dire que ça ne colle pas à la réalité du vivant. Voilà. Et c'est là pour moi le point clé de la non-violence systémique. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Vérifier. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, super. Alors, j'arrête le partage d'écran puisqu'il n'est plus nécessaire maintenant. Ok, bien. J'avais envie de vous apporter quelques petites infos que moi j'ai trouvées hyper intéressantes. Alors moi, je suis spécialisée sur l'autisme, parce que c'est un de mes intérêts spécifiques importants. Et donc, j'ai fait beaucoup de recherches, du coup, sur ce sujet-là. Et alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, parce que c'est trop complexe, puis j'ai envie d'aller vers quelque chose d'assez rapide et efficace. Mais en tout cas, il n'y a pas de gène spécifique à l'autisme, mais il y a des mutations de gènes qui amènent une neurodivergence. Et ces mutations de gènes, il faut savoir qu'elles ont été découvertes, ça a été démontré qu'elles existaient déjà à l'époque des grands singes, avant l'homme préhistorique. Et moi, j'aime bien voir ça parce que pour moi, c'est une preuve que la neurodiversité, elle est là depuis toujours, en fait. C'est pas quelque chose qui existe là aujourd'hui dans notre société spécifiquement, même si évidemment qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent impacter. Mais la neurodiversité, au départ, elle existe depuis toujours. Et ma vision, c'est que c'est grâce à cette neurodiversité qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Euh, Moi, j'ai la croyance qu'on a besoin de personnes hyperactives. Alors moi, je suis plutôt hypoactive. Physiquement, je parle, vous voyez. Si on était tous et toutes hypoactives physiquement, je pense que ce serait compliqué de fonctionner. Vous voyez. Euh, euh, si on était tous et toutes hyperactives physiquement, ça pourrait être difficile de fonctionner aussi. Si on était tous et toutes hyperactifs cérébralement, ça serait difficile aussi. On aurait tout le temps des idées, des machins, des trucs. Mais qui les mettrait en place, les idées? Qui arriverait à les faire? Un cerveau autistique, lui, son mode de fonctionnement, c'est de focuser sur certains points, d'avoir des intérêts précis, spécifiques sur certains domaines et d'y aller à fond. Il va mettre toute sa vie là-dedans. C'est génial. Est-ce que ce ne serait pas ça qui nous aurait permis aujourd'hui d'avoir connaissance des plantes? Est-ce que c'est pas ça qui nous aurait offert la médecine, le point de départ, voyez? Est-ce que c'est pas ça qui nous aurait donné la connaissance sur des sujets spécifiques qu'on peut avoir aujourd'hui? Des personnes qui ont la capacité de focuser sur des points, voyez? Et donc, ma vision, je fais court hein, encore une fois, mais ma vision, c'est que c'est grâce à tous ces cerveaux différents qu'on peut créer en fait une société qui fonctionne et que les séparer, les mettre à l'écart, c'est pas forcément au service du vivant. Voilà.
Euh, c'est ça, c'est qu'en fait, dans une société humaine saine et fonctionnelle, on a besoin de tous les types de profils pour que ce soit efficace, sain en tout cas. Quand je dis efficace, c'est dans le sens sain, voilà, que ce soit j'ai pas le mot qui me vient, harmonieux dans le système, voilà. Et donc, j'avais aussi envie, avant de vous lancer dans un, une petite expérimentation, de vous poser un petit peu, ce serait quoi des spécificités. Voilà. Encore une fois, j'ai la croyance qu'on en a tous et toutes. Et en même temps, pour pouvoir fonctionner là ensemble dans ce petit atelier, je fais quand même le choix de poser des mots comme autiste, divergence d'attention pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle. Les particularités qui peuvent émerger chez tout le monde, ce sont des particularités de fonctionnement cérébral, c'est-à-dire de mode de pensée et de mode d'attention. Voilà. Il y a des personnes qui vont avoir une pensée très large, qui vont voir les choses dans toute leur largeur et qui vont peut-être avoir plus de difficultés à voir le détail. Il y a des personnes qui vont voir le détail et qui vont avoir de la difficulté à voir la largeur. Il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'une autre. Vous voyez, c'est complémentaire. Et puis, il y en a qui vont aussi avoir une capacité à voir un peu le milieu, vous voyez, qui peuvent se balader un petit peu. Il y a des personnes qui vont avoir une pensée. Alors, je le pose que la pensée dite en arborescence, les neurosciences ont montré que tous les êtres humains ont une pensée en arborescence. Par contre, il y en a qui ont une pensée plus rapide que d'autres. Et donc, certaines personnes vont avoir une pensée, on va dire, lente, mais pas au sens péjoratif, hein. Au sens, elle va prendre du temps pour bien analyser tous les détails de la structure du machin, du schmilblick. Et d'autres qui vont avoir des pensées plus rapides, qui vont aller sur le point A, puis le point B, puis le point C, puis le point D, et qui donc vont regarder plein d'endroits différents en même temps, sans aller dans la profondeur et le détail de chaque point. OK? Et là encore, à nouveau, il n'y en a pas un qui est bien, un qui n'est pas bien. C'est complémentaire et ça peut matcher ensemble. Donc ça, c'est les modes de pensée, la vision. Euh, il faut aussi savoir que on a démontré aussi au niveau des neurosciences chez les personnes dites neuroatypiques que je simplifie beaucoup pour la compréhension, hein, que les branchements, en fait, les chemins neuronaux, que l'énergie qui circule entre les synapses et le reste peut être différente. Et donc, ça amène forcément une pensée différente. Voilà. Quand je dis la pensée, c'est vraiment le mode de pensée. Peut-être ça vous est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un et de vous dire, mais je comprends rien à cette personne. Je me sens complètement décalée, on n'est pas sur la même planète. Et puis vous communiquez avec une autre personne et là vous sentez que ça match en termes de compréhension de pensée, hein, voilà. Donc c'est un peu ces chemins-là. Et puis on va avoir aussi des différences. Alors je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en aurait trop, hein, mais je fais les gros paquets. On va avoir des différences dans la communication, dans la manière de nous exprimer, oui, dans la manière de nous exprimer. Voilà. Il y a des personnes qui vont être très verbales, c'est-à-dire qui vont avoir une facilité à manier la langue, le verbe, à parler, à communiquer, à prendre de l'espace pour poser sa voix. Et puis, il y en a d'autres qui fonctionnent complètement différemment, qui vont peut-être être moins verbales, voire non verbales. C'est pas pour autant qu'elles ont une déficience intellectuelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes non verbales à qui on donne un ordinateur et à vous pondre des livres, hein, donc ça n'a vraiment rien à voir, mais qui ne vont pas utiliser ce biais-là de communication, en fait. On n'a pas que cette manière de communiquer. On peut communiquer à travers l'art, on peut communiquer à travers l'énergie, il y a tellement de manières en fait de communiquer. Donc il va y avoir des différences déjà dans la manière de communiquer et aussi donc moi par exemple j'ai plutôt une forme de communication naturelle qui est très premier degré, très claire, très précise. C'est mon mode de fonctionnement, c'est comme ça que fonctionne et capte mon cerveau. Il y a des personnes qui ont un mode de communication quasiment, alors pas tout le temps évidemment, mais très fort second degré, avec beaucoup d'implicite, où il va falloir deviner le sens caché derrière les paroles. Vous voyez, ça, c'est deux manières de communiquer aussi qui sont différentes. Il n'y en a pas une qui est bonne et une qui est mauvaise. D'accord? C'est nos modes de fonctionnement. Il y a un autre axe aussi qui est celui de la sensorialité et du système nerveux aussi. Euh,
la croyance est qu'on a un système nerveux qui fonctionne pareil chez tous les êtres humains. Ça a été démontré que ce n'est pas vrai. En sachant que le système nerveux, c'est le premier point qui se construit chez le fœtus. Donc en plus, toute notre construction démarre sur notre système nerveux. Donc il peut y avoir des divergences sensorielles avec, vous avez déjà entendu, j'imagine, de l'hypersensibilité. Alors, hypersensibilité, pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est quoi hypersensibilité? Est-ce que c'est une hypersensibilité émotionnelle? Est-ce que c'est sensoriel? Est-ce que c'est mon émotion à moi ou l'émotion des autres? Parfois, c'est les deux. Vous voyez, c'est trop flou ce terme-là, en fait. Hypersensibilité, ça veut dire qu'on va avoir un de nos sens ou plusieurs qui sont en mode plus, plus, plus. On va tout ressentir plus, plus, plus. Et donc, ça peut être les émotions, les miennes, ça peut être celles des autres, ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat, ça peut être la sensation physique de la douleur, ça peut être la sensation de les infos corporelles. Euh, les infos corporelles, c'est est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Vous voyez, toutes ces infos-là, elles peuvent être aussi en hyper ou en hypo. Je vous reparle de l'hypo après. Tous les sens, en fait, moi j'ai dénombré plus de 13 ou 14 sens. On ne nous en apprend pas beaucoup à l'école. Dans la réalité, il y en a beaucoup plus, que ce soit le proprioceptif et tous les autres. Et il y a aussi, au niveau du système nerveux, un sens qui me paraît hyper essentiel. C'est celui qui va nous dire à quel moment je suis en danger. Vous voyez, ce sens, en fait, qui est tout le temps en hypervigilance et qui va regarder à quel moment je suis en danger. Bon. Ce sens-là, quand il est hyperactif chez quelqu'un, c'est-à-dire que la personne est née avec une hypervigilance accrue. C'est pas forcément un trauma qui va l'amener. Ça peut, mais il y a des personnes qui naissent déjà bébés avec une grande hypervigilance et imaginons une hypersensorialité au toucher. Et ben cette personne-là, elle va pas fonctionner au niveau de son système nerveux comme une personne lambda. Vous imaginez bien, tout est danger pour elle tout le temps. Si on la touche, ça amplifie encore les problématiques pour elle. Voilà, donc on a vraiment des modes de fonctionnement sensoriels différents. Et quand je dis ça, je redis que ma vision, c'est que c'est pour tout le monde. On a tous et toutes des spécificités. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui en, je peux dire ça, qui en ont plusieurs regroupés en même temps. Et donc ça peut rejoindre ce qu'on disait, l'autisme, la divergence d'attention. Mais moi j'ai la croyance qu'on a tous et toutes vraiment des spécificités dans notre corps. Voilà, sans avoir forcément de case plus plus. Voilà. Je ralentis. J'ai tellement de choses à vous dire en peu de temps en fait que voilà, je synthétise, j'essaye de synthétiser un petit peu tout ça. Alors, est-ce que ça va toujours? Je vérifie s'il y a des questions dans le chat. Oui, Marine, mais merci, mais tellement. Merci. Donc, je vais vous lire ce que Marine a écrit, parce que c'est tellement ça. Elle dit, ça me parle beaucoup en tant que biologiste. La survie des espèces dépend de la diversité génétique. S'il n'y a pas de diversité, c'est la mort assurée de l'espèce face aux différentes épreuves liées à l'environnement. Génial. Merci beaucoup, Marine. Merci. C'est exactement ça. La diversité fait partie du vivant. Voilà. Ok. Alors, on prend peut-être 10 minutes pour les questions. Alex, Et je me a levé la souviens main. quand on a enregistré ta formation sur la neurodiversité, ce qui m'avait marqué, c'était quand tu parlais du fait que l'évolution humaine, de toute manière, n'aurait jamais été ce qu'elle était sans cette neurodiversité. Ouais, Notamment à cause de ce ouais que c'est tu ça. appelais les intérêts Mm, spécifiques ou quelque chose comme ça, là. ouais, ouais, c'est ça. Il y a une petite blague sur ce sujet. C'est vraiment une blague. Ne le prenez pas au premier degré, s'il vous plaît. Il y a une petite blague comme ça qui dit que si les hommes de Cro-Magnon avaient tous été des neurotypiques, on serait encore dans les grottes en train de discuter. Alors, Sylvie, petite question. La personne lambda, est-ce que c'est une statistique? Je reformule Sylvie pour être sûre d'avoir compris. Personne lambda, pour toi, j'imagine, ça rejoint quand on dit personne dite neurotypique dans la norme. Et est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Alors, j'ai pas connaissance qu'il y ait de statistiques pour les personnes qui vont réussir à coller à la norme. Par contre, il y a des statistiques pour les personnes qui n'y arrivent pas.
Je me suis amusée à regarder justement. En fait, on dit souvent que voilà, il y a entre 1 et 2% de personnes autistes, entre 1 et 2% de personnes dites avec une divergence d'attention et d'hyperactivité. Le 1 à 2%, ça dépend des pays dans le monde, hein. En France, on est plutôt très bas, ils sont plutôt frileux, on va dire 1%. Je crois qu'au Canada, ils sont à 3%. Vous voyez, c'est un peu, bon, ça bouge, c'est fluctuant. Et donc, quand on dit, bah, il y a 2%, on se dit, bon, bah, c'est pas beaucoup, c'est rien. Sauf que, si on prend les personnes dites autistes, les personnes dites divergence d'attention et d'hyperactivité, les personnes avec dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, bon, je vous les fais pas tous, hein. Si on prend toutes les autres neuroatypies aussi, alors, certaines personnes valident que le haut quotient intellectuel est une neuroatypie, d'autres non. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Si on prend par exemple un psychopathe fait partie de ce qu'on appelle la neurodiversité aussi, puisque c'est pareil, c'est un chemin neuronal et c'est le système nerveux qui fonctionne pas pareil. Donc ça fait aussi partie des neuroatypies. En fait, il y a plein de choses dans ce qu'on appelle les neuroatypies. Et donc si on les colle toutes les unes avec les autres, on est entre 30 et 40% de la population. Donc on est quand même loin des 2% annoncés. Voilà. Moi, ma croyance, c'est qu'on est quasiment à 1 sur 2, en fait. Parce que je sais à quel point il y a des personnes dites, encore une fois, neuroatypiques, qui ne sont pas diagnostiquées, qui passent crème dans la société, qui ont réussi à s'adapter, qui compensent, hein, donc qui vivent quand même de l'inconfort souvent, et qui du coup ne rentrent pas du tout dans les chiffres. Voilà. Il y a énormément de personnes. Alors, je crois qu'il y avait peut-être une autre question. La place de l'intuition et la vigilance par rapport au danger. Ah, j'ai pas compris ta question, Marie-Hélène, ou peut-être quelqu'un a compris la question. Je veux bien que tu reformules, s'il te plaît, ta question, Marie-Hélène. Et pendant ce temps, je vais laisser la main à Catherine qui a levé la main. Non, j'ai juste envie de te plus soyer et, euh, et de dire pour moi, c'est 100% de neuroatypiques. C'est qu'on a 8 milliards de cerveaux, et il y a juste certains qui s'adaptent plus que d'autres, et comme tu viens de le dire, Audrey, et qui s'adaptent tant bien que mal. Si on regarde tous les gens à 40 ans qui pètent un peu câble, qui vont chez le psy et compagnie, et qui se croient typiques, c'est quoi typique en fait? C'est Mm, vraiment ça. mm, Et donc, pour moi, la non-violence systémique s'inscrit là-dedans. C'est à la fois, on est en 2025 avec le système qu'on a, avec la structure qu'on a, et donc, du coup, bah, OK, on admet qu'on colle des étiquettes sur certaines personnes, comme le dit Audrey, ça va les aider à comprendre pourquoi ils comprennent pas et qu'ils sont pas adaptés à ce monde. Mais dans l'absolu, ça n'existe pas quelque part. mm, Si on était dans un monde où on célèbre la diversité, ben, c'est dans une forêt, le mycélium est autant important que le chêne, que la mouche, que le ver de terre est autant important que l'éléphant, voire plus. Mais voilà. Et donc, c'est toujours ça, hein. Le focus, c'est où? Puis en même temps, on vit dans notre réalité, donc on nomme. Et du coup, Audrey, merci pour ton travail de bien nommer, de relativiser, de prendre de la mm, hauteur. Voilà, j'ai envie de dire mm. ça. Ouais, super. Et par exemple, moi, je devrais être dans les statistiques, mais je suis pas diagnostiquée et j'ai pas envie qu'on me diagnostique, mais je sais que mon cerveau, il est un peu space. Et c'est OK. Super. Merci, Kat. Il y avait un truc que tu as dit sur lequel j'avais envie de rebondir et je l'ai perdu. Peut-être ça va revenir. Ah bon, peut-être ça va revenir. Et oui, d'ailleurs, tiens, mais je rebondis quand même sur un autre truc. Il y a un autre point sur lequel j'avais envie de rebondir. Euh, c'est que moi, je fais aussi vraiment une différenciation entre diagnostic et étiquette. Ça me paraît important de le dire en fait. Et je vois quand même assez souvent qu'il y a un mixte de diagnostic étiquette qui est posé. Et j'entends aussi parfois, j'ai pas envie de coller l'étiquette autiste à mon enfant, donc je fais pas le diagnostic. J'entends ça aussi. Et tout est OK, hein. Je précise, hein, tout est OK. J'ai juste envie de vous partager ma vision. Euh, Parce qu'il me semble que c'est plus au service de bien différencier les deux, en fait. Pour moi, l'intérêt d'un diagnostic, si c'est nécessaire pour la personne seulement, hein, parce qu'il n'y a aucun intérêt si c'est pas nécessaire,
c'est de comprendre le fonctionnement de la personne. C'est de mettre de la clarté sur ce qui se passe pour elle et de pouvoir, pour les enfants notamment, les accompagner de manière ajustée, en fait, hein, de mettre en place des adaptations si nécessaire. Voilà. Par exemple, mon fils a une dysorthographie lourde. Alors quand je dis lourde, ça veut dire qu'on peut lui faire écrire 50 fois le même mot pendant une semaine. Le 8e jour, je lui fais écrire le mot, il l'écrit comme ça se prononce. Ça ne rentre pas, il n'y a pas moyen. À quoi ça va servir de le forcer à enregistrer l'orthographe, à part lui faire de la violence, voyez. Donc là, l'adaptation, c'est de mettre à disposition, par exemple, un ordinateur pour faire de la correction automatique. Si j'ai pas le diagnostic de dysorthographie, à ce moment-là, je peux me dire, mon fils est un feignant, il est bête, il comprend rien, il fait chier, il fait pas d'efforts. Là, je suis en train de lui poser des étiquettes. Hein, il est bête, il fait pas d'efforts, il n'y arrivera jamais. Ça, ce sont des étiquettes. Okay, et donc, le diagnostic peut me permettre de mieux le comprendre et donc d'adapter l'environnement pour que lui se sente bien. Par contre, ce qui est aussi possible, c'est de coller le diagnostic en étiquette. Et là, ça devient quelque chose comme mon fils sera jamais capable d'écrire un livre puisqu'il est dysorthographique. Je pose l'étiquette. C'est-à-dire que je me sers de la compréhension de son fonctionnement pour l'étiqueter comme incapable. Vous voyez la différence un petit peu? Ça va? C'est clair? Ok. Donc, pour moi, c'est vraiment important de différencier. Moi, je ne me colle pas l'étiquette de personne autiste. Je suis jamais en train de me dire ça, je ne peux pas le faire parce que je suis autiste. Clairement pas. Par contre, je prends soin de moi. Je sais que dans mon mode de fonctionnement, j'ai besoin de beaucoup de temps de repos. J'ai besoin de faire mes intérêts spécifiques pour me recharger. Si je sociabilise avec des gens pendant 48 heures, je suis KO. Je le sais, c'est mon mode de fonctionnement. Je me dis pas, je peux pas sociabiliser avec les gens. C'est pas ça que je me dis. C'est OK, je vais sociabiliser et en même temps, je prends du temps pour prendre soin de moi. Ça me permet de me comprendre. Voilà. Donc pour moi, ça me paraît vraiment important de faire la différence. Et de mon point de vue, justement, quand on exclut, quand on fait des groupes que entre telle et telle personne, on colle des étiquettes en fait. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas capable de suivre un cursus classique, pouf, on colle l'étiquette. D'accord? Et après, évidemment, je mets quand même j'ai envie de préciser que dans tous les cas, de mon point de vue toujours, le système scolaire actuel n'est pas capable d'accueillir la neurodiversité au sens large. Donc, on est un peu dans un système où de mon point de vue, il n'y a pas de solution parfaite pour l'instant, parce que le système ne le permet pas. Ok, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Peut-être on peut aller pratiquer. Ah, les neurodivergents peuvent-ils nous aider? Mais oui, mais complètement. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, de toute façon, neurodivergent, ça englobe tous les êtres humains. Je redis, c'est tout le monde en fait. Neurodivergent, c'est si je reprends le mode habituel où on dit neurotypique, neuroatypique, neurodivergent, ça prend tout le monde. C'est autant ceux qu'on étiquette de typiques que ceux qu'on étiquette de atypiques. D'accord? Donc oui, de toute façon, l'être humain peut s'aider pour la survie de l'espèce. Et pour moi, ce qui aide à la survie de l'espèce, c'est justement la diversité, comme on disait tout à l'heure. C'est que s'il n'y a que des personnes qui voient que les détails, elles vont focuser que sur les détails, elles vont pas voir l'ensemble, l'espèce va se laisser mourir parce qu'on focus sur le pistil de la fleur. Vous voyez, on est à fond sur le pollen là, et en fait, on ne voit pas les abeilles. Voilà. Donc c'est foutu. Les personnes qui voient grand, bah, peut-être elles vont louper les abeilles aussi parce qu'elles vont être focus sur le soleil. Vous voyez? Bon. Et c'est parce qu'on va faire ensemble qu'on va finir par connecter qu'à un moment donné, il y a le pistil, il y a les pétales, il y a les abeilles, il y a le soleil. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Et donc, à ma connaissance, en tout cas, on a besoin de plusieurs cerveaux et de diversité pour avoir une vraie intelligence humaine et pas rester focusé sur un seul point, rester bloqué dans sa vision. Une vision, dans ma croyance, ne peut pas sauver l'humanité dans tous les cas. Je ne sais même pas s'il y a une vision qui peut sauver quoi que ce soit, mais voilà. Si je reprends les personnes qui ont des intérêts spécifiques, c'est-à-dire qui vont kiffer un truc et qui vont se lancer à fond dedans, c'est exactement ce qu'on a pu vivre avec la bio, quand l'alimentation bio a commencé à prendre son essor à un moment donné. Il y a quand même des passionnés, des fous de ça, qui passaient 10 heures par jour
Moi, je m'imagine pas faire 10 heures par jour d'agriculture. Je sais pas comment c'est possible. Dans mon cerveau à moi, vous voyez. Dans leur cerveau à eux, c'était kiffant. Ils l'ont fait. Ils se sont lancés. Au départ, il y avait une seule personne qui l'a fait. Et puis, en fait, il y a des clients qui sont arrivés. Puis, il y en a un autre qui s'est lancé. Et encore d'autres clients. Et ça a pris l'émulsion comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne passionnée au départ qui a lancé le truc. Vous voyez? Si tout le monde pense tout le temps de la même manière, la nouveauté, elle sort pas. L'évolution ne sort pas. Et de toute façon, alors qu'on soit pour ou contre la technologie évolutive, c'est pas le débat, hein. Mais dans tous les cas, dans ma vision, dans ma croyance, la vie ne peut pas ne pas évoluer. Voilà. Ok, alors je regarde le chat à nouveau. Ouais, c'est ça, c'est de l'intelligence collective, tout à fait. Ok. Alors, j'ai parlé plus que ce que j'avais prévu. Du coup, je suis en train de me poser la question par rapport à l'exercice. Est-ce que je le modifierais pas un petit peu? Peut-être ce que j'ai envie là. Ouais, je vais le changer en fait. C'est très bien. Alors, Alex, ça va être le moment des sous-groupes. Ah, je veux bien que tu redises aux gens, parce que je me suis perdue, Alex, comment ils font s'ils n'ont pas envie. Peut-être, attends, d'abord je pose ma proposition, puis comme ça vous décidez. Là, ma proposition, c'est de vous mettre en sous-groupe peut-être de trois personnes, c'est pas mal. Et juste que vous partagiez 5 minutes par personne, 4 minutes peut-être par personne, ben, qu'est-ce que ça vous fait vivre là, ce que je viens de raconter en fait. C'est quoi votre vision? Est-ce que ça bouge des choses en vous? Qu'est-ce que ça vous fait tilter? Est-ce que ça vous fait chier? Peut-être ce que je dis et c'est ok. Ou alors ça vous kiffez. Enfin voilà, un partage en fait, en intelligence collective. Ben, merci beaucoup, hein. Moi, vraiment, je suis très contente d'être venue à ce séminaire. Et moi, ce que j'ai partagé, j'ai adoré le partage que j'ai eu avec ma binôme, parce que bon, donc ça a fait miroir pour toutes les deux, et c'était super. Et ce que je tiens à partager là en groupe, c'est de dire que, en fait, moi, quand j'ai entendu Audrey parler, faire sa présentation, ben, elle disait des choses simples, en fait, que je connais intellectuellement, que je comprends, mais de l'avoir entendu de cette manière, là, aujourd'hui, ben, l'effet que ça m'a fait à moi, c'est vraiment comme si, c'est des mots-clés, hein, deux mots-clés, mais qui ont mis de la lumière. Ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est allumé d'un coup, comme ça, Hmm. d'un coup, d'un seul. Et ben, les mots-clés, c'était pourtant, ça, je le sais, mais de l'avoir présenté avec, au départ, la biodiversité, l'image des arbres dans la forêt et tout, ben, ça, et ça, ben, ça a suffi pour moi. Le fait de dire, comprendre mon fonctionnement et que surtout c'est OK, ben, ça m'a déculpabilisé. euh, d'un coup d'un seul aussi, Hmm. vraiment. Et là, ok, c'est comme si, enfin, l'impression que l'image, voilà, qui me vient, que j'ai envie de partager avec le cœur, c'est comme si j'ai trouvé ma place au milieu de cette forêt, avec toutes ces différences-là, comme voilà. Et puis moi, voilà, au fait, ah ouais, mais comment je fonctionne? Oui, moi, je fonctionne comme ça, oui. Oui, je me disperse. Et tout le monde me dit, ah non, c'est pas possible de te disperser. Mais juste que moi, je fonctionne comme ça. Et que finalement, ça marche pour moi. Et alors, le fait enfin, les idées de mettre dans les cases et tout, eh ben, subitement, là, aujourd'hui, je suis dans mon self, comme dirait en IFS. Je suis à Hmm. ma place et voilà. Je ne sais pas si j'étais claire dans ma façon Hmm. de partager ce que j'ai ressenti en Hmm. t'écoutant et en écoutant tout ce, en partageant aussi avec ma binôme Hmm. ça m'a donné beaucoup de clarté et surtout de déculpabiliser et puis oui, c'est OK. Tout est OK. C'est génial ça. Hmm. Tout est OK. Donc, merci. Merci Hmm. de m'avoir Merci écouté. beaucoup, Sonia. C'était très clair pour moi. Cet endroit de déculpabilisation, d'oser être dans ta place et que
et que c'est hyper OK tel que tu es OK tel que tu es. Ouais. Mm. Merci Sonia. Merci. Super. Il y a d'autres personnes qui ont envie de faire un retour? Alors, je vois La- Fred qui lève la main. Ah, il y a Jennifer aussi, je ne sais pas lequel des deux elle va en premier. Ok. Allez, bah Fred, si tu as envie. J'ai vu Jennifer te passer Ok, la main, il m'a semblé, hein. Ok. Et je viens vers toi, Jennifer, après. ok, je vais essayer de faire court. Ben oui, merci pour tout ça. Moi, je travaille beaucoup sur cette acceptation voilà, des différences, de mes différences aussi. Ce qui est ressorti pour moi d'intéressant dans le partage, c'est pour arrêter de parler d'inclusion, bah, faut peut-être changer le système et pas essayer de mettre les gens dans un système qu'on a figé, quoi. Et du coup, la notion d'adaptabilité de ce système euh, me renvoie à tout le travail que fait Olivier Hamon, euh, HAMANT, où il arrive justement de ces considérations sur le vivant et nous ramène ce prisme de la performance, bon, qui a trait au patriarcat aussi, Mm. tous nos héritages en fait, culturels, etc. Eh Toute cette oui. violence qui nous est faite pour performer, pour quoi faire finalement. Et puis surtout que toute cette performance, tous ces héritages nous amènent à scier la branche laquelle on Mm. essaie de construire, quoi. Donc, après, ça me renvoie à, OK, comment faire un système qui s'adapte en fait à tous? Ben, aujourd'hui, là, c'est encore et toujours ramené à l'argent, donc à cette compétition et à voilà, sacro-saint pouvoir d'achat qui nous permet ou pas d'être dans ce système. Avec toute cette surconsommation, etc. Donc, il y a un moment donné, voilà, le système est à repenser, mais peut-être justement cet accès à un certain système pour des personnes qui en ont le plus besoin et qui peuvent apporter beaucoup de douceur à ce monde qui en a vraiment besoin. Enfin, voilà, ça me ramène à tout ça. J'espère avoir Mm. été clair, je vais essayer de faire court. Je vous remercie beaucoup. Mm. Ouais, merci Fred. Oui, alors c'est certain que, en tout cas, moi, je suis pas un endroit de comment je vais pouvoir changer le système. Parce qu'en fait, je n'ai pas la croyance que je puisse changer quoi que ce soit là-dedans. Je t'oublie pas, Jennifer, hein. Euh, moi, j'ai plutôt la croyance que c'est le patriarcat, en fait, qui amène toutes les déviances qu'on vit aujourd'hui dans le système, que ce soit au niveau économique, financier, entrepreneurial, tout ça. Cette croyance qu'il y a tout le temps des êtres supérieurs à d'autres, en fait. Et pour moi, le point d'action, le point de levier, c'est plutôt comment je peux faire, moi, à mon endroit, moi, dans mes petits systèmes, pour vivre une société qui, je ne sais pas s'il y a des patrons d'entreprise, là, par exemple, à qui ça parle, bah, est-ce que je peux être plus ouvert à la diversité? Est-ce que je peux voir les forces des personnes plutôt que les faiblesses? Vous voyez, plutôt que celui-ci, il est comme ceci, elle est comme cela, du coup ça marche pas. Est-ce que je peux plutôt regarder c'est quoi son mode de fonctionnement, c'est quoi ses points d'appui, c'est quoi ses points forts et comment on peut faire pour fonctionner ensemble et que ce soit bienveillant et au service. Voilà. Donc là, en tout cas, ma compréhension de la NVS, peut-être Catherine en dira plus à un autre moment, mais c'est ça en fait. C'est comment je peux agir là où je peux agir. Voilà. Et moi, je ne peux pas agir sur le système français, je ne peux pas agir sur l'éducation nationale. Tout ça, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, dans mes systèmes à moi, comment je peux agir? Merci, Fred. J'ai envie de faire un petit truc, ça va? Un Ouais, petit ouais. truc. Ben oui, et en fait, cet endroit, je suis la première à le faire hein, régulièrement quand je suis dans mon canapé, que j'ai envie de péter des gueules et de changer le monde. On a tous cette... mais en fait, c'est aussi patriarcal et toute puissance de penser qu'on aurait la bon modèle et qu'on saurait comment c'est mieux Mm, et d'avoir une image de à quoi ça doit ressembler. C'est vraiment ça, pour moi, la non-violence systémique. Arrêtez de voir la finalité, mais vraiment d'ensemencer des systèmes qui sont au service, de créer des systèmes, parce qu'il n'y a pas un système, il y a 8 milliards de systèmes à la 8 milliards. Donc, il y a des possibilités énormes. Où est-ce que je mets de l'énergie pour qu'il y ait des systèmes qui se manifestent et qui soient au service de la vie? C'est ça pour moi la non-violence mm. systémique. D'arrêter de focuser dans notre toute puissance de je sais comment ça devrait être.
Mm. mais de rester à l'endroit où moi, ça me fait vibrer. Et quand je parle à partir de mon humanité, c'est souvent là que ça se trouve. Voilà, j'ai envie de dire. Mm. Merci, Audrey. Merci, merci Kat. Alors Jennifer, je t'ai pas oublié. Yes, merci. Et Claude après. Moi, c'était plus une question, en tout cas un endroit où ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue, ta vision là-dessus, sur enfin, en gros, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu, mais rapidement quand même. Moi, dans mon système familial, enfin, on n'a pas beaucoup posé de diagnostic. Par contre, l'idée, c'était plutôt de se dire, bah voilà, on observe des comportements qui sont répertoriés dans la littérature comme typiques de certaines choses et d'agir en fonction et de voir si ça fonctionne, si ça met de la douceur dans les interactions ou si ça fonctionne pas et de faire des hypothèses. Et en même temps, on s'est rendu compte que dans le système scolaire en particulier, bah, tant qu'il n'y avait pas un mot posé, il n'y avait pas d'adaptation possible. C'est-à-dire que Mm. voilà, on l'a rencontré avec mon fils où on avait des discussions, mais c'était le fait de poser un mot et un diagnostic qui a permis de pouvoir débloquer la situation, de pouvoir rentrer dans une adaptation. Et du coup, voilà, je voulais ton avis sur le sujet, ton point de vue sur quel moment et de la part de qui c'est bien nommé. Enfin, par exemple, est-ce que des parents qui sont pas professionnels et pas formés peuvent utiliser ces mots selon Mm. toi? Enfin, voilà. Est-ce que c'est Ouais, merci. Merci Jennifer pour cette question qui est hyper importante et dans la réalité vraiment là pour le coup du système dans lequel on vit. Alors ma vision, je peux parler que de ma vision, hein, attention, hein, je ne le pose pas en vérité absolue, hein, je vous partage que moi, mon vécu aussi, parce que j'ai aussi un fils et j'ai vécu aussi cette problématique. Alors moi j'ai fait un choix assez, comment dire, j'ai pas le mot, assez, aide-moi Kat si tu le vois, radical? Radical. radical. Oui, radical, merci. J'ai fait un choix assez radical. J'ai sorti mon fils du système scolaire. Bon, c'est mon choix et c'est radical. Je dis pas qu'il faut faire cela. Je dis juste c'est une option qui est complexe avec plein de conséquences, mais c'est une option. Si j'avais fait le choix de ne pas le sortir, hein, évidemment, du système scolaire, eh ben, ça veut dire, de mon point de vue, que je fais le choix de rester dans ce système-là. Et donc, ce système-là, il a des codes, il a des modes de fonctionnement. Euh, ben, je vais jouer le jeu de ce code, en fait, de ce mode de fonctionnement. Et donc, effectivement, pour le milieu scolaire, eh ben, il faut des diagnostics pour que ce soit vraiment, je vais dire vraiment parce que je sais qu'il y a quelques endroits où même sans diagnostic, on peut avoir des aménagements. Mais pour que vraiment ce soit pris en compte, ne serait-ce que pour passer aussi les examens, tout ça, ben, il faut un diagnostic. Donc après, c'est la réalité. Je ne peux pas le changer, ça, tu vois, je peux pas travailler là-dessus. Le seul endroit que je peux faire, c'est je sais que c'est comme ça là, ben, quel choix je fais en fait. Et pas me dire je suis obligée non plus. Tu vois, je suis pas obligée d'accepter ce système. Il y a des options qui ont des conséquences qui peuvent être plus ou moins faciles. Il y a des personnes qui peuvent pas du tout sortir leur enfant du système scolaire ou qui ne veulent pas aussi que, parce que dans leur vision, c'est bien que l'enfant soit avec d'autres enfants. Enfin, tu vois. Bon. Donc voilà, le système, on ne pourra pas le changer. C'est comme ça, il fonctionne comme ça. Est-ce que j'accepte ou pas? Quel choix je fais en conscience? Voilà. Est-ce que ça répond, Jennifer? Yes, merci. Merci à toi. Claude, tu as levé la main. Oui, je voulais dire que d'abord un énorme merci parce que la manière dont tu as présenté les choses fait que c'est très très clair. J'ai ton cours là sur l'autisme et là pour moi c'est peut-être parce que justement je l'ai fait que c'est plus clair. Là vraiment c'est absolument transparent cette situation de neurodiversité, etc. J'ai beaucoup aimé ce que Catherine a dit sur le fait que finalement, la neurodiversité, c'est tellement vaste. Et moi, je me dis qu'on est toujours finalement plus ou moins en neurodiversité de quelqu'un. Parce que même au sein, si vous voulez, de la neurotypie ou de la nérotypie, il y a tellement de gens différents que, bon, ben voilà, le sujet à la limite. Mais malheureusement, comment changer le système? Et ça m'intéresse énormément. C'est quelque chose
que j'aimerais bien, enfin, où j'aimerais bien mettre ma toute petite pierre millimétrique. Et là encore, je pense qu'en effet, le système, finalement, il faut qu'il soit là. Moi, je me dis, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que quand vous avez une telle diversité, bah, c'est le bordel. Je veux dire, si on s'amuse à vouloir regarder chaque personne et tenir compte de ce que chaque personne est, je veux dire, la société, enfin, tout ça, ça ne va pas fonctionner. Et si on ajoute à ça le fait qu'il y a des catégories de gens et des classes de gens qui, d'une certaine manière, est-ce que c'est, enfin, pour des raisons X et Y, veulent le pouvoir, donc veulent façonner les choses, et donc veulent décider que, en fait, la normalité, c'est comme ça et pas autrement, bah, je veux dire, on est complètement coincé pour changer quoi que ce soit. Et là, autre mot, le diagnostic, ça peut être un arbre à double, enfin une arme à double tranchant, c'est-à-dire que soit en effet, ça met des mots sur les choses, et donc ça aide, ou alors, notamment, j'ai l'impression, mais j'ai peut-être tort, en France, où quand même on est sacrément normé, le diagnostic, finalement, est quelque chose qui exclut encore. C'est-à-dire, vous êtes diagnostiqué, je sais pas quoi, autiste ou n'importe quoi, et ou enfin neurodivergent quoi, dyslexique. Et alors là, tout d'un coup, ça bat sur vous une autre voie qui va être soit vous faites de l'orthophonie 4 fois par semaine, enfin c'est ce qu'on a dit à mon fils, hein. Et puis alors surtout sans changer les devoirs. J'ai dit, bah d'accord, on fait 3 fois par semaine. Il avait, je sais pas moi, 8 ans. Et je dis, bah très bien, alors vous m'enlevez quoi comme devoir? Ah bah non! Ah bah non, les devoirs c'est obligatoire, hein. Ah, il y a le programme, hein. Voyez? Et donc du coup, où est-ce qu'on commence? Et je crois qu'en fait, en effet, on commence déjà par. Alors, dans ce cas-là, le diagnostic, à la limite, il n'aide pas parce que, ou alors on vous envoie votre fils dans, je sais pas quelle filière ou finalement ça lui correspond pas, mais bon, ben, c'est comme ça parce qu'il n'est pas dans la normalité. Donc, waouh, c'est assez compliqué. Par contre, peut-être qu'en effet, le seul moyen, c'est d'essayer déjà de comprendre. Qu'est-ce que c'est que moi, déjà comprendre ce que c'est, non pas tant la diversité, enfin la neuroatypie, mais moi j'aimerais bien comprendre ce que c'est déjà que la neurotypie, enfin le truc normal, quoi. Parce que moi, dans le normal, je vois tellement de différences que je sais plus ce qui est normal et pas normal. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, quand on regarde les neurotypiques, en fait, dans ces neurotypiques, vous avez la courbe de Gauss, quoi. Vous avez le mec qui est complètement en harmonie avec tous les critères qu'on demande dans la neurotypie. Et puis sur les côtés, vous avez toutes sortes de gens qui essaient de se contorsionner comme des caoutchoucs pour essayer de rentrer dans un rond, alors qu'ils sont pas totalement ronds, mais ovales. Donc tout ça, Mm. mais peut-être que la seule action, c'est d'une part, enfin c'est ce que je vois, c'est d'abord eh ben, le coût de la CNV dans les écoles, parce qu'il faut commencer tôt, mais je sais pas si ça marche. Et l'autre chose, de créer des écoles. Parce que moi, j'ai trouvé une école, moi aussi, Audrey, j'ai changé un de mes fils. C'est pas, alors, je suis un de mes fils d'école. Il ne travaille, ils avaient cours que le matin. Mm. L'après-midi, ils faisaient leurs devoirs. Et le soir, à partir de 16 heures, ils faisaient du sport ou de la musique, etc. Bah, il a eu mention bien à son bac, alors que s'il Mm. était resté dans le système normal, il redoublait, enfin, ou je sais pas, enfin, Ben oui, ben vous oui. voyez? Ouais. Donc, Merci beaucoup, Claude. tout, Alors, c'est ouais, très riche, hein, ton partage est très riche dans le sens où là, je pourrais rebondir sur plein de oui, points pendant longtemps. Du coup, bon, vu le timing, je vais faire le choix de ne pas rebondir sur tout, hein, en tout cas, mais oui, c'est complexe. Voilà, je crois que j'ai juste envie de dire c'est complexe. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Il n'y a pas de solution spécifique. Voilà. Et c'est vrai que dans la société, le diagnostic est très facilement exclusif. Et en même temps, ce fameux on, tu vois, quand tu dis avec le diagnostic, on fait faire 4 séances de dyslexie, on fait ceci, on fait cela. Moi, j'aime bien toujours me rappeler que j'ai le choix, en fait. Et que le choix, il n'est pas toujours facile, mais que j'ai le choix. Voilà. J'ai le choix de jouer le jeu de ça ou pas, en fait. Voilà. Et donc, super, bravo pour ta solution d'école alternative qui est bien plus adaptée pour lui, hein, de ce que j'entends. Ouais, super. Merci beaucoup, Claude. Virginie. Oui, merci Audrey. Oui, déjà pour le démarrage, là, ça m'a amené plein de clés de lecture.
Moi, je voulais vous partager ce sur quoi on échangeait à la toute fin là avec mon binôme. On parlait justement en termes de petites adaptations. Alors, je sais pas si ça a un lien avec la neurodiversité, mais moi, je parlais de ce qui petit à petit se met en place, qu'on appelle le facile à lire et à comprendre, avec l'idée de, en fait, on peut avoir une façon d'écrire qui permet à la grosse majorité des gens de comprendre en fait ce qui est écrit. Et que je crois que l'idée, c'est que c'est adapté à un niveau d'un enfant de entre 8 et 10 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, effectivement, si un enfant de 8 10 ans comprend, moi j'ai 30 ans, je peux comprendre aussi. Et en fait, dans cette logique de qui peut le plus, peut le moins. Et ça ne nuit pas à celui qui est neurotypique de justement être dans des dispositifs comme ça ou d'être dans des nouvelles techniques comme ça, du facile à lire à écrire. Je comprends quand même. Et Aude, mon binôme, elle disait qu'elle avait pu voir ça, il me semble, dans des musées, justement, avec deux explications. L'explication très intellectuelle et avec des mots compliqués et très complètes, et des explications, en fait, un peu plus dans le modèle facile à lire et à comprendre. Et, euh, et que finalement, ça permet à tout le monde. Euh, Ça permet à tout le monde Mais c'est d'avoir pas grave, on t'a récupéré. Ouais, ça permet à tout le monde en fait d'avoir accès à cette information-là, alors que c'est ça. Même moi, alors que je pense pas être neuroatypique, quand je vais dans les musées, je suis très vite fatiguée en fait de lire et du coup ça me coupe, par exemple, d'une partie de la culture juste parce que c'est trop complexe. Alors que s'il y avait quelque chose d'un peu plus adapté pour tout le monde, je pense que beaucoup plus de gens en prendraient du plaisir. Voilà, c'est ça que je Ouais. voulais. Merci beaucoup, Virginie. Mais oui, là, justement, dans l'exemple que tu donnes, on est exactement dans un exemple concret de cette fameuse norme euh, qui j'aimais bien Claude quand tu disais j'aimerais bien qu'on m'explique c'est quoi une personne neurotypique. Moi aussi j'aimerais bien. Et donc dans ces fameuses normes de la société par exemple, tout le monde est censé savoir lire et écrire avec notre belle langue française, avec toute la beauté de toute la diversité de la langue française, parce que c'est ça qui fait l'intelligence des Français. Bon, bref. Passons. En tout cas, il y a des peuples qui ont une langue beaucoup plus simple, beaucoup moins complexe que la langue française, et j'ai pas l'impression que les Français soient plus intelligents en fait spécifiquement par rapport à ça. Et donc justement, voilà, cette norme, c'est il faut écrire de telle et telle manière, et puis si on le fait pas bien, voilà, on est jugé, c'est mal. Voilà. Donc déjà, par exemple, un des leviers par rapport à ça, que moi j'ai fait ce chemin-là par rapport à mon fils, hein, c'est est-ce que je peux me détendre Est-ce que je peux me détendre sur l'orthographe et la manière d'écrire en fait? Est-ce que ce qui est important c'est la manière d'écrire ou alors est-ce que c'est ce que la personne veut dire dans ses mots en fait? Voilà. Tu vois, donc ça c'est exactement un exemple parfait que je pense est possible pour tout être humain, juste de se détendre sur l'orthographe. Merci Virginie. Ouais. Ok, alors je vois qu'il est 13h55, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a une autre question? J'ai pas checké. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux bien rebondir. Il y a une question en fait Ben, dans le tu peux chat. rebondir le temps que. Ah, Il y a une Ok, question dans le chat, super. c'est de Aurélie. Mais comment jauger où se situe la responsabilité individuelle et cerner ses limites? Alors oui, je vois, j'entends, j'approuve. Comment jauger où se situe la responsabilité? Alors là, je suis typiquement devant un cas où mon cerveau a du mal à comprendre la question. J'ai besoin d'un peu plus de précision et de clarté pour pouvoir répondre. Est-ce que Aurélie, tu peux me donner un peu plus oui, de précision derrière ta question? Est-ce que tu as envie? Oui, je ne sais pas si pour moi-même elle est pleinement claire, mais c'est dans une situation, il y a... Enfin, non, oui, si. Par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir une diversité de troubles. Enfin, moi, j'ai été confrontée à cette situation-là où mon colocataire avait un panel de troubles qui fait que c'était difficile de vivre avec cette personne. Il avait des élans de colère, ce genre de choses. Euh, et
finalement, qu'est-ce qui est du domaine du... Enfin, je pense que cette personne était en effet confrontée à la violence du système. Il avait du mal à être adapté au système, etc. Et en même temps, il pouvait être sur plusieurs aspects dangereux, de façon psychique ou même physique. Et où se situe finalement sa responsabilité? Comment cerner la limite dans ce genre de situation? Euh, et enfin voilà, ça c'est un exemple illustré type, mais il y a plein d'autres exemples. Alors, quand tu dis, par exemple, excuse-moi, hein, mais j'ai vraiment besoin de précision pour pouvoir te répondre, parce que c'est trop large pour moi. Quand tu dis où se situe sa responsabilité, c'est par rapport à quoi? Sa responsabilité par rapport à vivre avec toi, là, dans votre système à vous deux? Ou sa responsabilité par rapport à la société? Enfin, tu vois, de quoi tu parles exactement? Oui, par exemple, la vie en cohabitation. Moi, j'étais pas en capacité de garder une santé mentale saine en sa présence. Et c'était un choix que d'aller habiter avec d'autres personnes qu'il a fait. Ok, super. Euh, Notamment. Choix qu'il a réitéré derrière et bref, qui Ben, a été encore voilà, ouais, problématique. ouais. Bah, ça paraît justé, en fait, tu vois. Alors, euh, moi, j'utilise pas le mot trouble parce que je n'aime pas ce mot. Pareil, on dit le trouble du spectre de l'autisme. Je me considère pas comme quelqu'un avec un trouble. C'est la société, par contre, qui fait que j'ai de la difficulté à certains endroits. Bon, après, moi, je suis sur un spectre léger, hein, évidemment. Et donc, il y a des spectres plus ou moins impactants. Euh, pour moi, c'est compliqué en fait de te répondre à l'endroit de la responsabilité purement parce que c'est tellement complexe et il y a tellement de trucs à prendre en compte que là, c'est difficile en 30 secondes pour moi de te Oui. répondre. En tout cas, ce que tu me partages de, bah voilà, c'était pas possible, c'était trop difficile pour moi, violent, pour lui aussi. Du coup, bah, on n'habite plus ensemble. Ça me paraît hyper ajusté, en fait. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que, encore une fois, dans la norme, euh, je ne sais pas si ça colle complètement avec ton exemple, hein, mais dans la norme, on est censé vivre avec d'autres gens. On est censé vivre en couple, on est censé vivre en famille. C'est pas normal d'habiter seul. Vous voyez, voilà. Moi, je vois pas où est la problématique, en fait, que ce soit d'être en couple et de vivre séparés, de ne pas vivre en famille, de vivre seul, à partir du moment où c'est ce qui prend soin, en fait, du système de tout le monde, et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vois pas de difficulté, en fait. Je sais pas si ça Mhm. répond à Aurélie, parce que, comme je te disais, c'est un peu complexe, là, pour un truc précis. Il y a tellement de choses à prendre en compte, les difficultés que lui, il a dû vivre avant dans le système, pourquoi en fait il agit comme il agit aujourd'hui, tout ça, il faut le prendre en compte. Donc, j'ai pas de réponse précise à ta question pour ça. Et puis toi aussi, ton vécu, ton histoire, tout ça, ça impacte aussi. Ce que toi, Mm. tu vis avec lui, possiblement, quelqu'un d'autre ne vivra pas la même chose. Mm. Euh, Donc, c'est trop complexe. J'ai pas de réponse toute faite. Mm. Et moi, je j'ai trouve envie de que dire qu'il n'y a jamais, avec deux personnes, deux responsabilités. Tu as un bout de responsabilité, il a un bout de responsabilité, et il y a le monde qui a une responsabilité, il y a la relation que vous créez qui est une entité et qui se joue. Et donc, du coup, trouver une réponse, pour moi, c'est juste l'impossible. Et trouver une bonne réponse, on commence la violence pour moi. Ça voudrait dire qu'il y a une bonne manière. Voilà, j'avais envie de dire ça. Mm, On mm. a une Ouais, bande de c'est trois ça. qui veulent prendre la Mm. parole. merci. Alors, Il est 14 heures, je voulais juste le dire. ouais, merci Kat. Alors, je veux bien prendre une dernière main parce qu'il est 14 heures et que j'enchaîne avec un autre atelier tout à l'heure. Donc, je peux pas trop déborder. Voilà. Donc, alors, j'aime Bleu 73. La parole est à vous. Euh, Voilà, vas-y. je voudrais rebondir par rapport aux difficultés de cohabitation. Il y a des personnes qui fonctionnent mal, ou en tout cas avec difficulté, et qui peuvent poser problème pour tout ce qui est cohabitation. Le seul problème, c'est qu'il faudrait peut-être trouver une manière de l'intégrer quand même, parce que cette personne, elle va retrouver des difficultés avec toutes les autres personnes, ce qui s'est d'ailleurs produit avec apparemment l'autre cohabitation, la suivante.
Et cette personne, si elle recherche un habitat avec d'autres personnes, c'est qu'elle en a besoin. Et est-ce que la société peut trouver une place à, adaptée à cette personne? Puisque apparemment la cohabitation n'est pas possible et en même temps, elle aurait besoin d'un endroit pour vivre avec d'autres. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une réponse à ça ou en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Ce que j'entends, c'est que là, tu poses la problématique de, alors je ne sais pas si ça colle complètement, je ne connais pas l'histoire des personnes posées en avance, la problématique de comment on fait quand une personne qui ne fonctionne pas comme les attentes de la norme, hein, ou qui peut, je pense par exemple à des cas un peu extrêmes, hein, de personnes qui peuvent être violentes physiquement avec elles-mêmes. Donc moi, j'aime pas trop le terme, tu vois, fonctionne mal, par exemple, parce que je suis pas convaincue qu'il y ait une bonne manière de fonctionner. Mais en tout cas, comment faire quand une personne qui fonctionne de cette manière-là a envie de vivre avec d'autres gens et qu'en même temps, c'est super compliqué parce que dans la réalité, ça ne matche pas. Voilà. Est-ce que c'est bien ça ta question? C'est ça. Ok, super. Bah, Et je vais, en fait, fonctionne mal par rapport aux normes de la société. oui, c'est ça, par rapport aux normes. Ouais, c'est ça. Merci. De rien. C'est pareil, j'ai pas de réponse toute faite en fait à ça. Parce que c'est justement c'est l'invitation aussi qu'on a en non-violence systémique. Tu vois, si je restais sur un axe habituel, je serais en mode je vais chercher une solution, un truc carré, simple, efficace. Bon, là, pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible, et peut-être qu'il n'y a rien qui est possible, je sais pas en fait, mais en tout cas pour peut-être décortiquer la situation, il faudrait passer du temps à regarder tout ce qui se joue au niveau de la personne A, au niveau de la personne B, au niveau du système, au niveau de l'axe plus large des accompagnements. Il n'y a pas de réponse toute faite en fait à cette question. Voilà. J'ai pas de réponse à des problématiques comme ça précises sans connaître tous les contextes et même en les connaissant possiblement que j'ai pas la réponse. En tout cas, moi la seule chose que je peux dire, c'est que quand quand j'ai de la difficulté avec mon fils, par exemple, il est OK que je parle de lui, hein. Quand j'ai de la difficulté avec mon fils, toutes les solutions que je vais les chercher en accord avec lui. C'est-à-dire que je vais l'intégrer dans les décisions. Je ne vais pas prendre de décision pour l'autre. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire dans mes choix à moi aujourd'hui. Mais je n'ai pas de réponse pratique toute faite, rapide à cette question-là. Voilà. Et moi, j'ai envie de prendre le relais et de dire qu'il est 14h14, j'ai envie de prendre soin de te reposer. Merci. Et merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Tout était fabuleux. Et j'ai envie de dire, ça tournait un petit peu sur l'école et tout ça. Ouais. Il y a à 17h un atelier offert par Magali, qui est une ancienne instite qui après est devenue formateur dans l'éducation nationale. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais après le parcours, elle a démissionné de l'éducation nationale et elle se lance dans comment grandir de manière non violente et systémique. Et donc, elle va nous offrir ça à 17h. Voilà. Et donc, elle n'aura pas de solution non plus. Non. Parce qu'une solution pour tout le monde, c'est de la monoculture. Et donc, et du coup, on va à l'encontre de notre discours de la diversité. Et même si j'ai une bonne solution avec Audrey mardi dans notre relation, peut-être jeudi avec la même personne, ça ne sera pas la bonne manière. Et donc, c'est comment je suis agile. Voilà. Et puis, avec notre limite de petits personnages finis et voilà. Merci. Merci Audrey. Et comment tu te sens là à la fin? Tu as envie de dire un petit mot de la fin quand même? Merci Catherine. Ouais, je suis très heureuse d'avoir partagé ce temps avec vous, frustrée de ne pas avoir 18 heures de plus pour répondre peut-être justement plus en détail à vos questions. Et en même temps, du coup, ça me donne envie de partager aussi que dans le cercle de la non-violence, on propose là à la rentrée un cursus d'accompagnement de la neurodiversité avec l'axe non violent qui va durer sur une année entière. Et là, on a le temps de décortiquer des situations. On regarde avec la NVS, avec l'intelligence collective. Enfin voilà, on va justement dépatouiller toutes ces choses-là ensemble. Pas en mode moi je donne des solutions, hein, mais en mode comment on peut faire ensemble par rapport à tout ça. Et donc voilà, vous avez toutes les infos pour ça dans le cercle si ça vous intéresse. Et puis plein merci d'autres beaucoup. sources. Plein d'autres sources, évidemment. Ouais, tout à fait. Voilà.
Eh ben, merci Merci. infiniment à vous pour Ciao, votre ciao. écoute et Merci votre beaucoup pour tout le attention. monde. Merci à vous. C'était À chouette. bientôt. Merci, Merci. merci. Merci.